Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Alors, je voulais parler du manga Nana, qui a été écrit par Ei Asawa et qui est toujours en cours d'écriture, mais bon, on sait pas si on aura la fin. C'est très drôle parce que j'avais déjà lu ce manga il y a 10 ans maintenant, quand j'étais au collège. Je l'avais un petit peu relu au lycée. Et j'ai une copine qui m'a envoyé un message il y a 3 semaines à propos de ce manga en mode « Ah, mais c'est trop bien, il y a trop de choses à dire ». Donc elle m'a relancé dans ce manga. Et donc là, je suis en train de le lire en ce moment. Je fais juste un petit résumé rapide pour les gens qui connaissent pas forcément. En fait, on suit 2 jeunes filles qui s'appellent toutes les 2 Nana et qui ont des caractères assez opposés. Il y en a une qui est assez fleur bleue, sentimentale, qui cherche vraiment l'amour, et l'autre qui est un peu plus, on va dire, indépendante, ambitieuse entre guillemets, et qui est aussi chanteuse. Et on va suivre en fait toutes leurs histoires d'amour. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, un super bon manga. Déjà, il y a un côté vachement divertissant. On va pas se mentir, c'est un peu quand même l'effet de l'amour, quoi. C'est un peu, il y a des triangles amoureux partout. C'est ultra, il y a plein de twists, il y a plein de rebondissements. C'est assez divertissant. Mais je trouve ce qui était super intéressant et qui m'a vraiment frappé. Alors, est-ce que parce que maintenant je suis plus mature et que j'ai 22 ans comme les protagonistes, c'est qu'il y a vraiment, je trouve, une réflexion sur la passion amoureuse et comment ça peut être super destructeur. C'est assez beau, je trouve. Bah après, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut tous rechercher une espèce de passion amoureuse, vraiment le côté l'amour, faut que ça te fasse vibrer, ouais, une espèce d'ivresse qui te sort un peu de ta vie quotidienne. Et c'est comme si l'amour plus calme, ça veut aucune valeur. Parce que ce qui est intéressant dans le manga, c'est qu'en fait, les personnages donc sont tous un peu dévorés par une espèce de passion qui s'explique parce qu'ils se sentent très seuls en vrai. Et donc il y a une espèce de besoin de combler le vide. Mais en fait, il n'y a pas que l'amour-passion, il y a déjà l'amour, on peut dire amitié, amour plus platonique, amour fraternel. Mais c'est comme si c'était qu'en arrière-plan et que ouais, la passion, c'est un truc qui avale tout. Et donc c'est super intéressant. Et bah là, j'étais en train en lisant ce manga, un peu de réfléchir un peu aussi à mon rapport à l'amour. Bah, je crois pas que j'ai été dans des relations passionnelle, mais je crois que je suis quand même un peu toujours tentée de me dire il faut que ça soit ultra passionnel, je sais pas, comme si j'étais attirée par ça, alors que je sais techniquement que c'est pas incroyable, les relations super instables où il y a des jeux de domination, tout ça. Pour revenir un peu sur le manga, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, alors du coup c'est les années 2000, mais c'est quand même, je trouve, assez novateur, parce qu'il y a certains personnages qui sont dans une relation qu'on pourrait dire, en fait, d'emprise dans le couple. Et c'est super intéressant parce que ça montre comment en fait tout le monde peut tomber là-dedans. Il suffit que tu aies un peu une petite faiblesse, une petite vulnérabilité, tu tombes sur quelqu'un qui a une espèce d'ascendant sur toi et c'est fini, tu t'en sors plus. Donc ça fait réfléchir un peu sur tout ce qui est les relations toxiques, la dépendance affective, tout ça. Et donc c'est un très bon manga que je vous conseille. Pour tout le monde, quoi. Ouais. Bon, j'avoue que j'ai regardé les 5 premiers épisodes là parce que tu m'as prévenu il y a 48 heures. Je fais waouh, tout le monde m'en parle depuis 20 ans. Je n'ai jamais regardé ni lu Nana. Il faut absolument que je me mette à la page très rapidement. Mais la vie fait que j'ai pas eu tant de temps que ça. Et ouais, on découvre Nana. La première où on a vraiment son histoire avec le passé, etc. Qui est complètement amoureuse de son amour de lycée, d'études supérieures. Et en fait,
il y a quelque chose, moi... Donc, je suis qu'aux 5 premiers épisodes de l'animé, qu'on retrouve sur YouTube. Voilà. Et dans ces 5 premiers épisodes, on voit que les deux nanas, donc les deux prénoms... Enfin, c'est leur prénom, hein, c'est pas... Les deux nanas vont à Tokyo, chacune, pour retrouver leur mec. C'est ça le début de l'histoire. Ouais, après c'est pas dit explicitement pour une des deux nanas parce qu'il y a un truc oui je veux percer dans la musique, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un truc envie de bouger dans la capitale pour un but amoureux quoi. C'est vrai. Est-ce que toi tu as déjà eu ça de te dire en fait ma vie amoureuse prime sur le reste, mais pas volontairement, des fois inconsciemment tellement il y a une passion derrière? Non, je crois pas, parce que je suis quand même... je crois que j'ai quand même un rapport super sain à l'amour. Bon, après, je dis ça, c'est toujours compliqué, j'ai l'impression que dans la relation amoureuse... amoureuse, pardon. Joli lapsus. Dans la relation amoureuse, tu peux faire en fait beaucoup de concessions que tu ferais pas. Donc, techniquement, tu rencontres quelqu'un et il dit « Ah, je vais aller vivre dans une autre ville ou dans un autre pays. » Bon, c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est vrai que tu peux être tenté de te dire « Bon, bah, let's go, on y va. » Alors que je pense dans le sens inverse, mettons que... Je sais pas, t'as une superbe opportunité de travail, mais tu dois quitter ton pays ou ta ville natale. Je pense qu'il y a plus ces gens qui sont en mode « Ah non, mais t'es sûr, tu vas connaître personne, ça va être un nouveau départ, tu vas être perturbé. » Alors que les relations amoureuses, j'ai l'impression que c'est un peu plus en mode « Oui, c'est normal, c'est l'ordre des choses de partir avec son amoureux. » Donc je crois que c'est... Effectivement, il y a le truc passion sacrificielle, quoi. Dans le travail, il y a moins, quoi. Je trouve le côté... Il y a toujours le côté « Oui, tu vas pouvoir trouver un autre travail. » Que non, on ne dit pas ça, alors qu'en soi, si, on peut te dire aussi, non, mais tu vas connaître d'autres histoires d'amour, donc t'as pas besoin de faire plein de sacrifices, mais je sais pas, c'est comme si on avait peur de manquer des choses. Oui, de se retrouver seul en fait. Ouais. Par la suite. Oui, mais d'ailleurs, là du coup, on diverge sur le manga, mais en tout cas, dans le manga, il y a quand même beaucoup les relations, c'est clairement, les gens ont peur d'être seuls, donc ils restent en couple, alors que ça les rend vraiment pas heureux. Moi, je crois que je suis vraiment pas comme ça et je suis un peu intolérante avec les gens qui ont 20 ans, donc qui n'ont absolument aucune attache, dans le sens qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ont pas de maison en commun, ils ont pas de mariage, mais ils restent quand même ensemble. Et j'ai envie de dire que c'est par confort, mais je crois que justement c'est pas ça, c'est autre chose quoi. C'est la peur d'être seule qui prend le pas sur l'envie. Mais moi, par exemple, là, j'ai vécu une rupture dernièrement, qui était une relation de 4 ans, donc c'est quand même une bonne relation à 22 ans. Je crois que finalement ça va et j'avais très peur au début d'être vraiment anéantie et un peu le cliché après rupture où tu pleures pendant des jours et des jours, tu veux voir personne, tu manges de la glace devant la télé, t'es totalement au bout du rouleau. Ça s'est bien passé pour moi, donc c'est rassurant de se dire qu'on peut partir et ça peut aller. Après il y a des moments c'est un peu difficile et il y a beaucoup de remises en question quand ça s'arrête, mais c'est pas forcément dans le côté drama hollywoodien qu'on nous vend un peu tout le temps, quoi. Est-ce que ta rupture s'est passée sans grosse tempête? Oui, c'était plutôt... C'est nul comme expression. C'était plutôt d'un commun accord. Non, mais oui, c'était pas... Il n'y a pas eu de rupture où on s'est gueulé dessus, où on s'est très mal parlé, où il y a eu, je sais pas, une tromperie, un truc très dramatique. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai bien vécu. Et là, ça va? Tu es heureuse? Oui, en fait, je suis super heureuse parce que je crois que je sais pas trop... Alors qu'en soi, je crois que je suis quelqu'un même de très sentimental et assez insecure et assez besoin d'être rassurée, mais je crois que je me concentre un peu sur les choses positives de la vie, qui sont mes amis, ma famille, le travail, écrire, les études, profiter, quoi. Mais donc, c'est important d'avoir un cercle très fort et moi, j'ai l'impression que du coup, pas mon expérience, mais l'expérience des amis qui ont vraiment mal vécu leur rupture, c'est plus... ce qui leur fait mal, c'est la rupture, mais il y a autre chose derrière qui s'ouvre de nouveau, quoi. Je crois que c'est un peu ça qui est compliqué et pourquoi les gens sont autant anéantis. C'est pas... Si c'est triste que l'amour s'arrête, mais d'un point de vue très pragmatique et cynique, si ça s'arrête, c'est que c'est une bonne raison et c'est comme ça, quoi. Mais il y a peut-être un côté... Quand les gens se sentent anéantis, il y a quelque chose derrière, quoi. Forcément, c'est pas juste la fin de l'amour, quoi, je pense. Et ce serait quoi alors? Moi j'ai l'impression que c'est des... Bon, ça va être psychologique comptoir, mais j'ai l'impression que c'est une espèce d'énorme peur de l'abandon qui se réveille et de... Ouais, l'estime de soi qui est détruite. Mais c'est sûrement parce que il y avait des fragilités avant, quoi, je pense. Et est-ce que la rupture est forcément synonyme de la fin de l'amour?
Moi, j'aurais tendance à dire oui. Après, je sais qu'il y a des gens qui se séparent parce que ils s'aiment encore, mais il y a des facteurs extérieurs qui font qu'ils doivent se séparer. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu dangereux de s'enfermer dans l'idée les gens se séparent, mais on s'aime encore. Enfin, il y a le côté un peu tragique, quoi, un peu télénovela, quoi, on s'aime encore, mais on a dû se séparer par la vie et tout. Mais bon, je dis ça, en fait, c'est très complexe, quoi. Je pense, il y a pas un schéma à calquer forcément. Je dis ça parce que pour toutes les relations où il y a eu une relation de couple ou autre d'ailleurs, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous, j'ai encore beaucoup d'amour pour toutes ces personnes. Et pour moi, la fin d'une relation qui entraîne une autre relation, en fait, ce n'est pas la fin de l'amour, c'est juste un changement d'amour. Ah ouais, c'est possible. Mais moi, je crois que je suis encore trop dans quelque chose de binaire et un peu radical de la rupture, c'est que c'est terminé. Enfin oui, c'est terminé dans un sens, mais c'est la fin de l'amour pour toujours, quoi. Alors que non, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un truc... avec un peu de recul, oui, t'aimes encore la personne, c'est juste pas le même amour où il peut pas s'exprimer dans la forme du couple, quoi. Je déteste les ruptures. C'est vrai. Je déteste les ruptures parce que souvent, c'est pas moi qui romps. Ouais. Et donc, je subis la rupture. Oui, mais alors... Je crois qu'aussi, ça m'a fait penser à une autre chose, à ce que tu as dit, c'est que je suis un peu aussi, à mon avis, vaccinée des ruptures, entre guillemets, parce que quand j'étais petite, et ça va faire ultra, peut-être un peu bête de dire ça et un peu niais, mais j'avais une super amie, et on était vraiment genre meilleure amie, je sais pas, de 8 à 11 ans, et en plus, je m'en souviens que c'était elle qui, enfin, en tout cas dans les souvenirs, elle me disait tout le temps, oui, on va rester amies toute notre vie, on est super fusionnels, enfin, un truc vraiment qui te sauce, on va dire, et puis d'un coup, un jour, je sais pas, j'étais en 6e, elle me fait, bon, bah, on va arrêter d'être amis. Et en fait, c'était ultra violent. Elle est partie avec des gens, je sais pas, plus cool à ses yeux. Et en fait, je l'ai super mal vécu. Mais vraiment, j'ai bien mis, je pense, 1 an à m'en remettre. Mais comme c'est vraiment, je pense, peut-être rupture amoureuse quand t'es plus grand, quoi. Quand début ado, quoi, donc 15-16 ans ou même plus tard. J'étais vraiment dans l'idée, la colère, je comprends pas. Et ça, c'est parce que je suis une forceuse, ça, c'est qu'à un moment. Mais c'est pour dire que ça m'a vraiment travaillé. 2 ans plus tard, du coup, j'avais changé de collège, donc je la voyais plus, mais je lui avais envoyé un message en disant j'aimerais bien qu'on se voit pour discuter. Elle m'avait ghosté, mais je ne m'étais pas arrêtée là. Je lui avais envoyé une lettre par la poste en lui disant, en lisant tout ce que je ressentais, et ça devait pas une lettre super gentille. Je pense que ça devait être assez violent, quoi, parce que j'étais en mode moi j'ai fait ça, et toi t'as même pas le courage de me répondre. Un truc super violent. Puis finalement elle m'a répondu un truc, et puis bon, après j'ai lâché l'affaire quand même, mais vraiment ça m'a mis super longtemps à me défaire de pas défaire de cette relation, justement, parce que ça, le lien s'est rompu très brutalement, mais de confiance aux autres. Ce qui est paradoxal, parce que pour le coup, au collège, je me suis fait d'autres très bonnes amies qui sont encore mes amies d'aujourd'hui, mais je crois, du coup, comme j'ai vécu ça un peu jeune, maintenant, je suis plus en mode, ça a été horrible, mais mais ça va aller, quoi, du coup. Parle-moi d'amour un petit peu, fais-moi oublier que dehors il pleut. Dans la chambre, nous caressons. Toi, tu te cambres et moi je fonds. Mais parfois, voire souvent, les ruptures amicales font encore plus mal que les ruptures amoureuses. Nous a ravis. Avec toi, j'aperçois le soleil à minuit. On dirait que l'amour nous a ravis. Avec toi, j'aperçois le soleil à minuit. Ouais, je pense que c'est quand même... là, j'en ai pas revécu, je crois. À part si, parfois, tu t'éloignes des gens, mais ça, je pars pas du principe que c'est vraiment c'est la vie, quoi. Tu t'éloignes des gens. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est dur aussi, quoi. Surtout... Ouais, il y a peut-être le côté plus sécurisant de tes amis. Tu dis, ils vont pas t'abandonner parce qu'il y a... Je sais pas, c'est vrai que c'est pas le même rapport, mais je crois que ça m'a rendu, cette expérience d'amitié fusionnelle et tout, ça m'a aussi beaucoup refroidi pour la suite. Et je crois que moi j'ai beaucoup de mal justement avec les relations fusionnelles, le côté un peu seul contre le reste du monde et être dans une bulle. Enfin, je comprends que ça soit ultra grisant et je crois qu'il y a un truc un peu malsain, si on peut dire, où ça flatte vraiment ton ego de te dire je suis vraiment unique pour cette personne et il y a personne qui va nous remplacer.
voilà. Mais Nana parle beaucoup de ça d'ailleurs, des relations fusionnelles. Non, c'est vraiment un super manga sur la solitude. Et ça fait... Mais là, j'ai lu ça du coup, alors que ça fait pas longtemps que je suis célibataire, et ça fait beaucoup de bien. C'est assez thérapeutique, bizarrement, quoi, alors que c'est assez... Il y a des moments assez dramatiques, quoi, mais c'est vraiment bien. Et surtout, alors, c'était pas forcément gagné d'avance, mais... Bon, je suis qu'à l'épisode 5, mais j'ai l'impression que la relation qui se construit entre les deux protagonistes, c'est la relation qui va être la plus stable. Oui, et bon, je vais pas non plus trop spoiler, mais il y a toute une question dans le manga sur est-ce que en fait les deux nanas ont pas un lien plutôt amoureux? Oui, j'attends ça. Voilà. J'attends que ça, vraiment, Non, je n'attends que ça. Ah oui, non, mais c'est clairement... Enfin, c'est pas juste des fans qui font des fanfictions, il y a vraiment une réflexion sur le manga assumée sur... En fait, est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ce sont des âmes sœurs? Et c'est assez beau, et c'est, je trouve, assez... encore un peu moderne pour 2000, quoi. Ça existe pas, les lesbiennes et tout dans les mangas, donc c'est cool, je trouve. Mais pourtant, la bisexualité de la nana roqueuse, elle est dévoilée dès le premier épisode. Oui, mais c'est, je trouve, sous le ton de l'humour. Et c'est le côté... c'est pas du tout au même plan que les autres relations hétérosexuelles, quoi. Ça qui est assez fort. Et justement, il y a tout le côté, en fait, on se dit, dans le manga, en fait, est-ce que c'est pas ça le véritable amour? Du coup, parce qu'il y a tout le côté passionnel, et elles, leur relation... Ouais, parfois, il y a une espèce de passion aussi, parce qu'il y a des espèces de déclarations très enflammées, mais tu sens qu'il y a un lien d'apaisement. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'on doit cultiver et pas les relations qui mènent à perte? Je sais pas. Est-ce que toi, tu fais des déclarations passionnées à tes amis? Non, pas du tout. Mais non, mais je sais pas trop pourquoi, parce que je suis assez... j'ai l'impression que je suis assez... Enfin, je suis pas pudique, quoi. Face à ça, j'ai pas trop de mal à dire à mes amis que je les trouve géniales, qu'ils ont plein de qualités. J'aime. Puis même, je trouve que c'est important. Enfin, c'est un peu le rôle d'ami de rebooster quand ça va mal. Mais non, je le fais pas trop. Mais il faudrait peut-être. Est-ce que pour toi, parfois, comme dans le manga Nana, la frontière floue entre l'amitié et l'amour amoureux peut être compliquée? Oui. Non, mais moi, c'est pas... Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Non, mais c'est pas... Bah, là, j'ai pas de... Enfin, j'ai jamais été dans le cas où j'étais, je sais pas, amoureuse vraiment de mes amis et après dans la friendzone, pas ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut... Je sais pas, j'allais dire que non, justement, c'est pas si flou que ça. Parce que l'amitié et l'amour, c'est des sentiments quand même très proches et t'as un lien, si tout est sain, de confiance et de sérénité et de lâcher prise. Mais moi, je crois que je sépare beaucoup dans ma tête les relations amoureuses et les relations amicales, tout simplement parce qu'il y a la barrière, pour moi, physique qui est super importante. Dans le sens, si je suis pas attirée... Enfin, je suis vraiment dans le côté, oui, c'est mon ami et il y aura rien de plus parce que je suis pas attirée par lui physiquement, quoi. Physiquement, est-ce que tu parles là de sexualité et que de sexualité, ou tu parles aussi du physique plastiquement, en fait? Non, le côté sexualité, quoi. Enfin, attirance, ouais, sexuelle, physique... Pour toi, la frontière entre l'amitié et l'amour amoureux, ce serait donc la sexualité? Ouais, je crois. Et peut-être que toi aussi, tu connais des personnes qui ont des relations sexuelles entre amis? Oui, mais je ne pourrais pas faire ça. Mais oui, c'est ça, moi Mais c'est peut-être moi qui suis trop dans un truc binaire, hein, sûrement, mais pour moi, si tu t'entends très très bien avec une personne et tu le considères comme ton ami vraiment, et en plus... vous avez des relations sexuelles ensemble, c'est plus de l'amour, quoi. Amoureux. Ouais. Mais je comprends qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie... Enfin, après, non, je sais pas, en vrai, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas envie forcément d'être dans un couple ou... Et en fait, c'est une relation, il n'y a pas forcément de nom, et que si ça évolue dans un sens comme un autre, c'est pas grave, quoi. Alors que peut-être, justement, se dire, tu couches avec un de tes amis, après tu fais, bon, bah, on est en couple, enfin, on est ensemble. S'il y a des choses qui vont pas, c'est dur de revenir en arrière. Et que c'est peut-être un côté... c'est peut-être plus quelque chose lié à une fluctuation d'envie, et que c'est pas... Il n'y a pas besoin de se mettre des grandes barrières en mode donner des noms à des relations, quoi. Mais pour toi, comment toi tu vis l'amour amoureux et l'amitié? Une relation sexuelle peut marquer quelque chose, peut marquer une relation et là où elle va aller. Alors si j'ai bien compris, sa question, oui. Je réfléchis. Hein. Ouais. Non, mais je crois que je suis assez... Effectivement, je sais qu'il y a des gens qui sont... Mais c'est peut-être après... Bah, j'avais lu un livre dernièrement, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un essai sociaux, et ça parlait en gros de la sexualité des ados, et comment, si t'es élevé en tant que garçon, en tant que fille, t'as pas du tout les mêmes la même vision des choses, et que
En gros, pour les garçons, il y avait une espèce de tolérance où ils pouvaient faire leur première fois en étant détachés des sentiments amoureux, alors que les filles, il y avait quand même toujours la pression de il faut que tu fasses l'amour là pour la première fois avec quelqu'un que t'aimes, tu te sens bien, voilà, pas entre guillemets un coup d'un soir. Donc c'est peut-être pour ça que c'est aussi, moi dans ma tête, cloisonné quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que on en vient au mythe de la virginité qui pèse énormément sur les jeunes femmes. Ouais. Ce truc de ton hymen va se déchirer, ce sera absolument absolu et à jamais, ce qui est complètement bullshit, hein, ouais. C'est faux. Vraiment, arrêtez de faire croire que la virginité n'existe pas. Ou alors, la virginité existe pour hommes comme pour femmes, mais c'est pas quelque chose qui est immuable. Et puis en plus, ça veut dire que les femmes attirées par des femmes n'ont jamais de première fois, n'ont jamais de rapport sexuel. Ouais. Non, et c'est encore super présent, effectivement. Enfin, j'avais fait un stage de BAFA, et donc j'étais avec plein de jeunes, de milieux assez différents, et à un moment on parlait, alors je sais plus pourquoi on est arrivé à ce sujet, mais on avait du coup peut-être un peu plus 18-19 ans, et on parlait des sorties qu'on pouvait faire avec les enfants quand on est animateur, et arrivait le sujet de la piscine, et en fait il y avait je sais plus trop comment est arrivé la discussion, mais c'est parti du oui, à la piscine les filles vous pouvez pas donner, enfin vous avez vos règles, mettez des tampons quoi, ce qui est un peu violent, mais ce que j'ai trouvé super, ça m'avait un peu marqué à l'époque, c'est qu'il y avait une des filles qui du coup avait 19 ans qui avait dit oui mais si je mets un tampon je suis plus vierge quoi, donc pour moi c'est super important, donc je ne peux pas aller à la piscine. Mais j'étais un peu triste de dire il n'y a pas encore partout une éducation sexuelle libérée sur ça quoi. J'ai interviewé Isabelle Asselin qui est gynécologue au CHU de Caen, qui disait que justement on devait avoir je crois 3 cours obligatoires d'éducation sexuelle par an depuis genre la 6e et qu'on n'en a pas. Non, absolument pas. On n'en a pas. Ouais. On apprend à mettre des préservatifs sur des tubes à essai, puis c'est tout. Oui, évidemment, c'est très important de parler des risques de maladie et de grossesse, mais moi, tu vois, on m'a jamais parlé du consentement, quoi. Alors que c'est, je pense, très très important. Et je pense, ces cours aussi devaient porter sur ça. J'imagine les 3 cours par an. Moi, les 3 cours par an, je pense comme beaucoup de personnes de mon âge, on n'en a pas eu énormément. Ouais. Je crois que j'en ai eu 2 au lycée avec des intervenants et intervenantes extérieures. Plus 1 au collège, quoi, le cours de SVT. Mais c'est rigolo cette histoire de consentement parce que j'ai appris le mot consentement assez tardivement, mais la notion de consentement, je l'ai eue depuis toute petite. Parce que mes parents étaient vachement à cheval sur cette notion. Il n'y avait jamais le terme d'ailleurs, Est-ce que mes parents connaissaient le terme ? Oui, très certainement. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que depuis que je suis petite, mes parents ne nous mentent pas à mes frères et moi. Donc dès qu'on a une question, mes parents préfèrent nous dire la vérité, répondre à nos questions, plutôt qu'on soit frustrés, plutôt qu'on n'ait pas les réponses, et plutôt que, ne pas répondre à un enfant, parfois ça peut causer beaucoup de dommages. Donc j'avais beaucoup de questions sur la sexualité depuis que j'étais enfant, genre juste le fait de me demander, comment on fait les bébés ? Je ne comprends pas le principe. Avant la primaire en maternelle, j'étais persuadée qu'on faisait les bébés en s'embrassant, et j'avais embrassé un petit garçon, et j'étais, oh là là, il va falloir que je cache ma grossesse d'enfant de maternelle. Mes parents m'ont dit mais n'importe quoi. Ça va pas du tout. Et donc depuis petite on me dit ton corps c'est ton corps, tu vois, avec ces mots simples en fait. J'ai des souvenirs très précis de mes parents qui me disent ton corps c'est ton corps, personne n'a le droit de le toucher, si tu as envie de toucher ton corps c'est ok, en utilisant le terme d'ailleurs zizi ou zézette d'ailleurs, et en me disant c'est ok que tu te touches, par contre tu le fais pas devant les personnes, ça t'appartient, et
Si plus tard t'as envie de le partager avec d'autres personnes, tu le partageras. Mais personne n'a le droit de te toucher. Et ça c'était vraiment très important quand j'étais petite, si un adulte te touche, tu viens le dire aux parents ou aux grands-parents si tu es avec les grands-parents. C'était quelque chose où ils mettaient vraiment la barre très très haute. Personne ne doit te toucher. Donc en fait c'était tellement répété que même si je n'ai pas eu le mot consentement, et d'ailleurs personne ne doit te toucher et tu ne dois pas toucher les gens s'ils ne sont pas d'accord, c'était tellement imbriqué dans mon petit cerveau de petit être humain que le mot consentement, je ne le connaissais pas, mais la notion, je l'avais déjà depuis toute petite. Ah ouais, c'est fou. Moi aussi, j'ai l'impression que le mot consentement, je l'ai entendu assez tard, je pense vers, je sais pas, il y a 5 ans. J'ai l'impression que c'est assez... Enfin, je sais pas à quel point c'est récent ou pas, ou si ça s'est libéré. Mais oui, mais c'est trop cool si tes parents, ils t'ont dit tout ça. Alors moi, j'ai pas le souvenir que mes parents... m'ait dit peut-être un peu quand même pour le côté prévention contre la pédophilie, enfin je sais pas comment on peut dire ça, mais oui, le côté s'il y a un adulte qui te montre ses parties intimes, tu le dis tout de suite, ou il te touche, ça je pense que ouais, mais après les relations amoureuses, quoi, je crois pas. Mais tu vois, je suis en train de regarder sur la page Wikipédia, le mot a l'air d'être connu depuis bien longtemps. Ouais. Mais en tout cas, il n'a pas été mis sur l'espace public depuis... avant un moment. Moi aussi, je crois que les premières fois où j'ai vu le mot consentement, ça devait être il y a 5-6 ans, tu vois. Ouais. Ou alors quand j'étais au lycée. Ce qui est très étonnant. Ouais. Mais par contre, oui, j'ai pas eu de prévention sur les relations sexuelles non consenties, on va dire. Mais je m'en souviens, par contre, et ça, c'est cool aussi, c'est que ma mère, elle m'a dit vraiment, mais très très jeune, hein, je pense que je devais avoir 5-6 ans. Non, peut-être pas 5-6 ans. Non, mais assez jeune quand même, je pense que je devais avoir moins de 10 ans. Si un jour tu te maries avec un homme et s'il te frappe, tu pars. Et puis c'est ça qui est cool, je trouve, les parents. Enfin, j'ai l'impression que quand t'es parents, c'est important de parler de ça à ses enfants. Évidemment, il faut choisir les mots adéquats, mais moi, je sentais bien au ton de sa voix que c'était un truc super sérieux et super important, et que c'était comme ça et pas autrement. Et je pense que pour plein de parents, ça doit être... ça doit être quand même compliqué d'aborder ces sujets-là, mais c'est important, à mon avis, pour la vie future de ses enfants. Mais tu sais, quand j'en parle avec plein de personnes, pas qu'avec toi, c'est pas la première fois que j'ai ce genre de conversation, je me rends compte que mon éducation, en termes de sexualité, de consentement, elle a été extraordinaire par rapport à beaucoup d'enfants. J'ai utilisé le mot extraordinaire parce que, je sais comment on fait les bébés, je sais ce que c'est la sexualité depuis que je suis toute petite. On n'utilisait pas les termes « ouh, c'est le sexe ». Quoique peut-être s'il y avait les mots sexualité, etc. Mais moi, quand j'ai un souvenir très précis où mes parents me disent plusieurs fois, en fait, pour faire un bébé, le papa et la maman se font un câlin d'amoureux tout nu. Et juste poser ces mots-là, je fais « Ah, d'accord, il faut être tout nu pour faire des enfants. C'est pas du tout un bisou sur la bouche au petit Arthur de 5 ans. » Et je crois que c'est important ça aussi d'en parler. Oui, mais attends, en fait, ça me fait penser... Alors moi, j'étais trop petite, mais mon frère, du coup, qui a 3-4 ans plus que moi, et ça, j'ai l'impression que c'était un truc un peu important de sa génération. Il y avait eu Titeuf, le guide du zizi sexuel, et ça, pour le coup, ça a, je pense, beaucoup aidé plein de gens à en parler. Et moi, dans mes souvenirs, il était bien ce livre, quoi. Donc, je sais pas trop... je sais plus, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu, mais... c'était cool parce que j'ai l'impression que les parents ils étaient en mode on va voir ça et ça va être une occasion d'en parler sans que ça soit forcément nous d'en parler, et du coup l'enfant il va découvrir ça en lisant, et s'il a des questions il peut revenir vers ses parents, mais c'était quand même dans mes souvenirs assez explicatif sur plein de choses, quoi, donc c'était une bonne chose, je crois. J'ai un souvenir de l'avoir lu et de m'être dit je savais déjà tout ce qu'il y avait dans le livre. Il y a eu une réédition il y a pas longtemps justement avec Zep, l'auteur, et une éditrice d'ailleurs je crois, et ils ont repris le guide du zizi sexuel qui était sorti dans les années 2010 peut-être, et ils en ont ressorti un 10 ans après justement pour remettre les mots du consentement, reprendre certaines choses qui aujourd'hui ne passent plus parce que il y a 10 ans on n'était pas aussi, on utilise des mots qui aujourd'hui nous semblent complètement désuets quand on parle de sexualité, de consentement, etc. Donc il y a une nouvelle édition pour les nouveaux enfants. Ok, pas trop cool. Et d'ailleurs, on parle des enfants, on parle des parents. Dans Nana, on voit pas leurs parents. Dans Nana, on voit un peu les parents dans l'histoire de une des deux nanas. Et il y en a une qui a un rapport très compliqué avec ses parents où ça développe un peu, mais effectivement, c'est pas très central, quoi, j'ai l'impression. Et ce qui m'a étonnée aussi je suis toujours qu'au 5e épisode, on le rappelle, en une demi-heure, je n'ai pas pu regarder toute la suite, c'est que dès les premiers épisodes,
on les voit avoir des rapports sexuels. Oui, et ça c'est trop bien. Attends, je t'ai coupé, mais ça en fait c'est incroyable. Et il me semble, enfin moi dans mes souvenirs, les mangas pour filles shoujo que je lisais quand j'étais petite, bon déjà c'était niais, mais surtout effectivement c'était juste on se tient la main et c'est tout. Et là c'est trop bien. Oui, je crois que c'est dans les deux premiers, enfin le premier tome quoi, il y a elles ont des relations et c'est cool. Il y a l'idée que quand même la sexualité ça fait partie de la vie et qu'il y a certains adolescents qui passent par ça et c'est pas grave quoi, c'est pas en mode un truc de fou, donc c'était super agréable et assez novateur encore une fois. Ouais, parce que pour avoir lu beaucoup, alors déjà je lisais des shonen et pas des shoujo, donc je vais faire un petit point vocabulaire, ou est-ce que tu veux le faire d'ailleurs? Bah, je crois juste très grossièrement, les shonen c'est des mangas destinés à un public masculin et les shoujo à un public féminin. Ouais. Et souvent, shoujo, c'est quand même de la romance, quoi. C'est ça. La romance pour les shoujo, donc pour les femmes et les petites filles, et les shonen pour les garçons et les hommes, avec beaucoup de violence, beaucoup d'action, etc. Comme si les filles ne pouvaient pas lire ce genre de choses. Je n'ai fait que lire en majorité des shoujo quand j'étais jeune. Dragon Ball, c'était ma vie. Vraiment, voilà, c'était trop bien. Moi, ça me saoulait, vraiment, les shonen avec les petites filles là qui cherchaient juste à tomber Oui. ça me saoulait tellement les shoujo où l'histoire principale c'était une meuf qui voulait pécho un mec. Ouais. Alors que les shonen, je suis désolée, mais Sengoku, il se bat toute sa vie pour essayer de trouver les 7 boules de cristal, il y a de l'action, il y a des aventures, c'est drôle. Les shoujo, excusez-moi du terme, mais ça me saoulait vraiment. Je trouvais pas l'intérêt. J'ai l'impression que les gens les gens disent j'ai envie de lire un manga romance, tu me conseilles quoi? Nana, je pense c'est un des premiers noms vraiment qui sort. Et c'est trop bien parce que c'est un manga réaliste quoi, et pas juste en mode oui tout est beau. Mais oui, moi il me semble que moi aussi quand je lisais des shoujo quand j'étais petite, c'était quand même très très gnangnan. Ouais. Très c'est pas très intéressant quoi même. Je sais pas. Après bon, il y a sûrement des shoujo très bien autres que Nana, mais c'est vrai que c'était ce qui était dommage, c'est que tu sentais que c'était écrit c'était vraiment écrit on va écrire un manga pour filles et donc on s'en fout de l'histoire quoi. C'était un peu ça je trouve. Donc Nana, tu le recommanderais pour filles et garçons et pour hommes et femmes alors? Pour les adultes aussi? Ouais, vraiment pour tout le monde. Et ouais, même pour les garçons. Enfin, ouais, je pense aussi c'est pareil, les garçons ils lisent quand même des shonen. Je crois pas qu'ils vont lire forcément des mangas pour filles, mais oui, je le conseille à tout le monde, clairement. Toi, est-ce que tu pourrais nous donner 3 arguments? Pour le lire et pour le découvrir. Le premier, c'est que c'est quand même très émouvant, très réaliste, et les personnages il y a vraiment une belle écriture, ils sont plein de défauts mais en même temps tu t'attaches beaucoup à eux et je trouve que c'est vraiment une très grosse réflexion sur la solitude quand t'es jeune et pourquoi tu vas vers des histoires d'amour, vers des schémas, vers des relations qui te rendent pas heureuse. Le deuxième, je dirais, il y a quand même le côté très drama, il se passe plein de trucs, t'as envie de savoir, t'as envie de prendre parti, c'est le côté, un peu, gossip de, il s'est passé ça entre eux, machin, et puis maintenant, comment elle va réagir, il y a un truc quand même très bien fait dans le côté divertissement, quoi, j'ai l'impression. Mais je crois que c'est quand même, ça prime le côté plus réaliste que divertissement, quand même. Et en troisième argument, ça c'est un peu plus subjectif, mais je trouve que les dessins sont vraiment très jolis, il y a un style assez affirmé, il y a toute une recherche peu dans le design des personnages ils ont des looks quand même très branchés, très mode. Bon, moi j'y connais rien mais je pense que les gens qui aiment bien la mode ça peut les intéresser. Ouais, ça m'a fait penser au manga Paradise Kiss. Je sais pas si tu le connais. Non, mais je crois que c'est bien. Alors c'est une histoire d'amour, on va pas se mentir, mais une histoire d'amour réaliste avec des dessins assez similaires. Okay. Une histoire d'amour qui se passe dans le milieu de la mode, une histoire d'amour où tout le monde sait que c'est toxique. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont toxiques dans cette histoire, mais qu'il y a un dénouement qui est vraiment chouette pour se dégager des histoires toxiques. Donc je recommande aussi Paradise Kiss. Ok, trop cool. Ouais, mais ce que j'aime bien après moi dans Nana, c'est qu'il n'y a pas non plus de morale, quoi. C'est pas, je crois pas que l'autrice est en mode attention, c'est nul, donc je vais prouver que les relations sont nulles et ça va. Parce que d'ailleurs, même je me suis demandé, je sais pas, parce que j'ai l'impression que peut-être, il y a des relations qui sont présentées dans le manga. Si c'est pas vu un peu d'un regard féministe, en fait, tu peux vite te dire c'est un connard, mais bon, ça va, il est gentil quand même. Enfin, c'est ça qui est intéressant justement. C'est pas non plus surligné et mis avec des gros sabots quoi. T'es toujours tenté de te dire oui, mais peut-être il a des raisons, machin et tout quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant parce que je crois que justement ça se passe comme ça dans la vie, les relations toxiques. C'est pas forcément la personne est horrible H24, c'est qu'il y a justement des moments où ça se passe bien. Et ça fait une espèce de balance où, justement, la victime de cette relation se dit « Ah oui, il est énervé, mais il a fait ça pour moi, donc ça va, j'ai pas trop à me plaindre, quoi, finalement. »
Donc c'est ça qui est bien dans ce manga aussi. Et un petit rappel que toutes les personnes, tout le monde en fait, peut avoir potentiellement des très bonnes raisons d'avoir des comportements toxiques, mais c'est tellement pas légitime de le faire subir aux autres. Tellement pas. Personne n'a à le subir. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai une copine, elle m'a dit ça pour rigoler, mais je sais pas si c'est très drôle en fait. Elle m'a dit non mais toi tu seras jamais dans une relation toxique parce que tu n'as aucune patience, donc tu partiras au bout de 2 mois quoi. Mais bah oui, j'ai envie de me dire ça parce que oui, effectivement que j'ai aucune patience, donc s'il y a un truc qui me saoule, je vais partir. Mais j'ai l'impression qu'on peut, c'est ça le problème, c'est qu'on peut tous être victimes d'une relation toxique et suffit que t'aies parfois c'est des trucs bêtes. Je pense tu déménages, t'as besoin de te créer un cercle social. C'est une faiblesse, alors que tu peux être très bien dans ta vie. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être ultra fragile ou je sais pas, parce que t'arrives. Par exemple, t'as vécu un deuil dernièrement, donc t'es assez vulnérable. Enfin, je crois que c'est ça qui est un peu terrifiant, quoi. C'est que tout le monde peut être victime de ces relations. Et ouais, en même temps, faut se dire bon, faut rester vigilant, mais c'est compliqué, quoi, parce qu'après tu tombes sur quelqu'un de très manipulateur. Bon bah, tu peux pas non plus, c'est pas ta faute, quoi, non plus. Faut pas déconner. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur qui a été écrite par Sophie Lambda, donc qui est une autrice. Et en fait, c'est un témoignage de son histoire, et à la fin, elle explique un petit peu comment s'apercevoir qu'on est dans une relation toxique, quels sont les livres, les vidéos YouTube, etc. Alors, pour avoir un peu creusé la question, j'ai l'impression que ça reste beaucoup en surface. Cependant, je pense que pour débuter et en parler à une amie qui est dans ce genre de relation et qui n'y connaît pas grand-chose, ça peut être un très 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 bon point de départ. Oui, et ça me fait penser, j'avais été super contente, c'était il y a 2 ans. J'étais allée chez mon médecin et en fait, c'est une médecin un peu, c'était une, je sais pas, elle doit avoir 30 ans, donc elle est assez jeune, on va dire. Et elle m'avait donné, ça s'appelle, je crois que c'est le violentomètre. Et elle m'avait dit, oui, en fait, on parle du principe qu'on le donne à toutes les jeunes filles, jeunes femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires, enfin peu importe leur situation, parce qu'on veut sensibiliser aux violences. Bah, j'avais trouvé ça quand même super bien de faire ça chez le médecin, quoi. J'avais trouvé ça vraiment incroyable et c'est la première fois que ça m'arrivait là sur toute ma vie, quoi. Donc c'est super cool. Chouette. Violentomètre qu'on peut trouver sur internet très facilement, qu'on peut retrouver dans tous les collectifs Nous Toutes. Je fais un peu la pub, mais le violentomètre qui est super, enfin qui est une graduation de qu'est-ce que c'est une relation saine, qu'est-ce que c'est une relation toxique, au milieu, qu'est-ce que c'est une relation qui plonge vers la toxicité. C'est très très chouette, très, enfin c'est juste fait avec, enfin comme une frise en fait, et une flèche qui grimpe vers le ciel. Super référence. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc sur Nana ? Je crois qu'on a parlé du coup de dépendance affective, de toxicité, d'amour, amitié, de solitude. Non, et ça fait, je pense, c'est un manga qui fait du bien quand on se sent un peu fragile et... Enfin, je sais pas, après, c'est un peu cliché, mais il y a un côté un peu de toute façon dans l'art thérapeutique et ça fait du bien de lire des histoires qui sont pas les tiennes et pouvoir prendre du recul, pouvoir en parler avec ses amis, donc ça c'est trop chouette. Vous venez d'écouter le 6e épisode du podcast Parlez-moi d'amour. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez pas à écrire à l'adresse suivante nausicaa@west-track.com ou à me contacter sur Instagram sur le compte nausicaa_farnaum. Les chansons que vous avez écoutées ont toutes été choisies par mon invité. Vous avez donc pu entendre Rose d'Anna Chuya, Maldition de Rosalia, I Love My Boyfriend de Princess Chelsea et Soleil à minuit de Clara Isé. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio. Que decir